On s'est retrouvés à 3 nanas à la fin à se dire oh là là, à se rendre compte de cette montagne à gravir. Et c'est surtout, on s'est dit mais tiens c'est marrant, on est 3 nanas là, quatre, on était 5 à parler à ce moment-là. Et on s'est dit comme ça tiens c'est fou en fait on fait pas beaucoup de musique avec des nanas. Alors c'était en 2015. Et en 2015, il n'y avait pas eu MeToo. Hmm. Et pour avoir été dans le féminisme, d'avoir eu cette révélation féministe il y a assez longtemps, en 5 ans, le chemin qui a été fait pour, alors j'aime pas ce terme, mais vulgariser et populariser et faire comprendre des choses essentielles sur le féminisme, on n'en était pas là en 2015. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Charlotte Segara, aka Vox Axov, qui se définit elle-même comme une artiste pluridimensionnelle. Charlotte est la première artiste que j'ai découverte directement via l'atelier. L'atelier Galita, c'est mon espace de création artistique où j'envoie un email par jour, et il se trouve que Charlotte est abonnée à ces emails. Un jour, alors que j'étais en train de créer le concept de ce podcast et de me demander qui j'inviterais, elle a répondu à un de mes emails, j'ai vu artiste dans la signature, tu imagines la suite. Avec Charlotte, on a discuté de plein de sujets, mais le fil directeur a vraiment été la difficulté du monde de la musique. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est que j'ai moi-même appris plein de trucs, dont un truc qui m'a étonné, c'est que les femmes sont minoritaires dans ce milieu, alors que j'aurais pensé que c'était justement un des rares milieux où ce n'était pas le cas. Du coup, j'espère que ce moment te sera aussi instructif qu'il a été pour moi. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Et là, normalement, on est bon. Ça marche. Cool, super. Donc, je suis avec Charlotte Segara. Bonjour Charlotte. Bonjour, Que, Nicolas. on s'est rencontrés numériquement. Parce Oui, qu'en c'est fait, ça. tu t'es abonné à l'atelier et t'as souscrit à une formation et puis on a échangé des mails. Et moi, ce qui m'a marqué dans tes mails, c'est qu'en signature, il y a marqué artiste, productrice, consultante et activiste. Oui. Et je trouve ça intéressant comme description. C'est le mot artiste qui m'a interpellé et j'ai vu que tu faisais de la pop expérimentale. Comment t'en es arrivé à là, faire de la musique? Pourquoi la musique? Pourquoi pas autre chose? Question que je pose toujours à tout le monde. On va dire que la musique, elle m'a attrapée plutôt que c'est moi qui l'attrape. Ouais. J'aurais pu choisir un autre chemin, mais en fait, ça m'a bien convenu. Je suis née dans une famille de musiciens et de musiciennes. Ah, donc t'as des Ouais. parents musiciens, ça? Ouais, mes parents, oui. Parents, chanteurs, compositeurs. Ma mère qui fait des spectacles pour enfants. J'ai aussi des oncles et tantes qui sont très importants dans ma vie, qui ont fait de la variété internationale. Des cousins et des cousines qui font ça aussi. Ah, une donc, famille d'artistes. Une famille d'artistes, Ok. oui. Mais ce qui est important, c'est qu'ils m'ont tous et toutes donné le l'amour de la musique, et mais aussi une espèce de persévérance et de résilience, parce que en termes de réussite de société, entre guillemets, personne dans ma famille n'a entre guillemets réussi. Qu'est-ce qu'on entend par réussir? C'est exactement ça le truc, c'est que personne n'est entre guillemets connu. D'accord. Voilà. Donc ils font de l'art sans être un art Voilà, hyper c'est connu. ça. Et ils sont même pour certains assez précaires, alors qu'ils arrivent pratiquement tous et toutes à la retraite, l'ancienne génération. Et quand t'étais petite, t'avais peur de ça? Tu le comprenais? Tu le comprenais pas? Je le comprenais, oui. Quand j'étais petite enfant, oui, parce que c'était une vie de montagne russe. C'est-à-dire, il y avait très grosses réussites dans certaines bulles, et puis des fois, il y avait vraiment des gros downs, et des sentiments d'échec qu'il faut avaler, qu'il faut intégrer, des histoires pas cool aussi, comment dire,
d'usurpation ou de problèmes avec des labels ou et donc on va dire que j'ai jamais eu d'illusion. J'ai eu toujours le rêve de faire de la musique et même petite, je m'imaginais sur des grandes scènes de spectacle, mais il n'y a jamais eu cette illusion que tout est beau, tout il est joli. Ça n'a pas découragé, ça, de voir toute ta famille. En fait, ça m'a fait prendre des chemins de traverse. C'est-à-dire que plutôt que de suivre leur chemin qui était plutôt, on va dire, variété internationale, pour mes parents, c'était en français. Et puis aussi parce que c'est mon caractère et que c'était aussi ma génération. Bah, moi, j'ai écouté du jazz, du rock, de la musique électronique et très vite je suis allée dans des chemins beaucoup plus expérimentaux. J'ai été dans des raves. Je chantais pas vraiment. Je faisais ou alors je chantais en anglais. Je faisais beaucoup de voix transformées et c'est simplement il y a une quinzaine d'années que je suis revenue à des formats un peu plus pop. Mais voilà, je me suis, j'ai pas voulu vivre ce qu'ils avaient vécu d'un certain côté. Et en fait, maintenant que j'avance et que je grandis en âge, je me rends compte que d'une certaine manière, je fais plus ou moins tout ce qu'ils ont fait ou pas. Parce que j'ai regardé, tu fais de la pop expérimentale. Oui. Un concept que je connaissais pas, parce que moi, quand j'imagine pop, j'imagine au contraire un truc grand public. C'est pas grand public ce que tu fais, c'est pas un truc qu'on peut imaginer avec Nico Saliagas qui présente, tu vois. Pourquoi t'as fait un choix aussi Alors déjà, j'ai fait un choix parce que on vit en France et que la France aime les étiquettes, surtout pour les nouveaux projets, les médias, les non-artistes du milieu, entre guillemets les pros, ont besoin en 3 mots, parce qu'ils n'ont pas le temps, d'identifier le projet. Et le souci qui est en fait pas un souci, qui est plutôt une richesse avec mon projet artistique en solo qui s'appelle donc Voxaxov, c'est que j'avance à tâtons et chaque nouvelle création, chaque nouvelle prise de parole ou prise de chant est quelque chose que j'ai jamais vu autre part. Donc il a bien fallu que je trouve un terme en prenant en compte cette espèce d'originalité dont moi-même je ne suis pas vraiment consciente en fait. Et donc, t'es pas consciente que c'est original ? Si, je suis consciente que c'est original, mais je suis pas consciente de où je vais en fait. Je peux pas avoir de plan de stratégie et d'identité forte. Enfin, si, l'identité est forte, mais je peux pas dire voilà, c'est ça. Il y a des choses qui remontent à chaque fois. Mais voilà, il y avait toujours cette histoire de tâtonnement, un pas après l'autre, et en fait, ça convient très très bien à ma manière de vivre et aussi à ce qui se passe en ce moment dans la société. Donc, et donc, ce côté tâtonnement, c'est beaucoup d'expérimentation en fait. C'est surtout que je me mets à faire des choses, j'aurais jamais pensé que je les aurais faites avant. C'est-à-dire le dessin. En ce moment, je me mets à dessiner. Tu dessines ? Ouais, non, de base non. Mais là, ça y est, je m'y mets. Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que je fais de l'interaction avec le public. C'était quelque chose qui était en moi forcément parce que mes parents ont fait beaucoup de spectacles pour enfants avec interaction avec le public. Ils faisaient venir les enfants sur scène, ils faisaient répéter, ils faisaient faire des jeux, des danses. Mais moi, je pensais jamais que j'allais apporter ce côté-là d'interaction avec le public sur scène. C'était quoi la question déjà ? La question c'est t'as pas peur en faisant un truc aussi spécifique ? Voilà, c'est ça. Le côté pop, on va dire que ça c'est venu un peu plus tard, où j'ai commencé à écrire en français alors que j'avais l'habitude d'écrire en anglais. Et malgré une imagerie très dark, mystérieuse, qu'on va se dire que je vais parler de s'écorcher la peau et de regarder la pleine lune en ululant comme des loups, et ben en fait j'utilise des mots et des tournures de phrases très simples et qu'il y a un côté personnage qui est selon moi très pop. En fait, c'est très pop culture. Je joue un personnage et j'adore ça en fait. Et c'est ce côté aussi un peu théâtral que je trouve au final que c'est ça la pop. Du coup, tu fais ce que t'aimes.
Oui. T'es pas trop... j'ai eu beaucoup moi, de gens qui étaient un peu... Tu sais, on a tous la pression de ce que le public il veut. Tu vois, et c'est pour ça aussi que souvent les artistes ils se diluent. C'est qu'ils essayent de faire un truc que les gens veulent. Toi, a priori, tu fais que des trucs avant que tu kiffes. Oui. Oui, quitte à dérouter les gens. Mais ça, en fait, je suis arrivée à un âge, quand t'as 25 ans, c'est pas pareil. Là, j'ai bientôt 40 ans. C'est pas très vieux, 40 ans, mais dans le milieu de la musique, ça l'est. Et en fait, tout ça, là, pour moi, déjà, pour le milieu de la musique et pour un projet qui fonctionne en tant qu'assignée femme, normalement, j'ai même plus droit à en faire. Donc, quand on arrive à là, on se dit, bon, bah, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est une belle liberté, aussi parce que je gagne ma vie... Enfin, je commence à gagner ma vie autrement qu'avec la musique. Donc, c'est-à-dire que je mets pas mes œufs dans le même panier. Ça a toujours été comme ça ou c'est venu Non, ça n'a pas été comme ça, Au justement. début, tu essayais de gagner ta vie quand Avec mon ancien projet, oui. Ouais, et ça donnait pas. En fait, c'est pas que ça n'a pas marché, c'était que c'était pas ma manière de faire et que j'ai été embarquée dans cette histoire avec mon ex-mari, qui lui est une personne tout droit devant. On ne s'éparpille pas, on y va tout, on fait tout. Et en fait, moi, forcément, ça m'a parlé parce que ça a agité en moi des désirs qui n'étaient pas les miens, ces désirs de réussite, ces désirs de se mettre à fond. Et en fait, pendant ces 10 années de collaboration et donc d'amour, j'ai été très souvent au bord du burn-out, mais je m'en rendais pas compte. Ah, pourquoi ? C'était trop. Enfin, moi, j'ai vu, j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai expérimenté un truc qui se rapprochait. Et je me suis rendu compte, pareil d'ailleurs, en lisant, en regardant, que le burn-out, il arrivait soit parce que tu travailles trop, parce que t'es en décalage avec tes valeurs. Parce que tu te retrouves plus dans le truc. Toi, C'était quoi le décalage ? C'était justement de pas écouter mon corps, d'aller trop vite et de vivre aussi une histoire personnelle d'amour de couple qui n'était pas bonne pour ma santé mentale et mon bien-être. Il y avait ça aussi. Burn-out, ton corps te met une alerte. Oh, ouais, en fait, c'était... mais je m'en rendais pas compte, en fait. Mais tout était mélangé. Comment t'en es rendu compte ? Je m'en suis rendu compte quand on s'est séparés en tant que couple, où là, ça a été terrible. Surtout que c'était la semaine de la sortie de notre album. Vous avez un album prévu et vous avez rompu cette semaine. Ouais, mais c'était tout le temps comme ça avec ce monsieur. Donc c'est quoi, c'était du jazz à l'époque ? Non, à cette époque-là, c'était de la cosmic pop. C'était quelque chose de très très pop. On chantait en anglais parce qu'il est pas français, donc on parlait en anglais à la maison. Et après, on a continué le groupe et il l'a arrêté d'une manière assez soudaine, abrupte. Et d'un certain côté, très bien parce que ça fonctionnait pas, mais j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais ça ne s'est jamais, au final, passé comme j'entendais. Il fallait que je lutte. Et là, en fait, je ne lutte plus. Là, c'est pas fluide, quoi. Voilà. Et à la rigueur, la seule chose contre laquelle je lutte, c'est mes petits démons, mais c'est des petits démons, en fait. Qu'est-ce que t'appelles tes petits démons ? C'est l'organisation, c'est la peur de faire ou d'être... Mais en fait, je l'ai de moins en moins. Et puis, on est tellement en période de crise en ce moment que il y a une sorte de résilience et de se dire de toute façon... Là, si on court et on essaye de nager, on nage dans du béton, quoi. Donc mettons la priorité autre part. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé ta formation à ce propos-là. Ma priorité en ce moment, c'est pas mon projet artistique parce que la société ne priorise pas ça en ce moment. C'est pas ça qui compte en ce moment, c'est de sauver l'économie ou de sauver des vies. Et donc là, moi, je suis pas là, quoi. Donc voilà. Donc c'était affecté artistiquement par ce qui se passe autour. Ah oui, énormément. J'ai entendu j'ai écouté un autre podcast de toi où tu disais que le confinement, ça t'avait carrément bloqué artistiquement. T'as arrêté de... Comment ça se fait ? Déjà, je suis tombée malade. Ouais. Donc là, quand
quand le confinement est tombé, bah c'était le lundi, t'avais tout le monde qui était en train de faire leur to-do list, qui était là, ouais, bah moi j'ai écrire un album, moi je vais faire ça. Et moi déjà je chantais un truc, alors je me sentais pas tomber malade. Je chantais un truc, j'étais là, mais on est en train de vivre une crise sans précédent dans le monde. L'économie va s'arrêter et vous fonctionnez encore comme des robots à vouloir être productifs alors que tout va s'arrêter, qu'on va plonger dans l'inconnu, qu'on sait pas ce qui va se passer. Calmez-vous, quoi, parce que en plus de ça, si vous tombez malade, bah voilà, c'est moi qui suis tombée malade, donc j'ai éprouvé mon espèce de prophétie par moi-même. Voilà. Et en fait, j'ai rien pu faire pendant 1 mois et demi. J'étais vraiment, ouais, je me tenais au mur pour marcher, quoi, et pour aller aux toilettes, quoi. Et après, j'étais juste perturbée. Et puis j'avais d'autres choses à dire, d'autres choses à sentir. Alors j'ai fait d'autres choses que de la musique. J'ai initié. Alors, quand je parle avec mon projet solo, j'ai un vocabulaire beaucoup plus magistral et spirituel. Donc j'ai initié les discussions profondes, où c'est-à-dire que je me mettais dans mon rôle et j'invitais quelqu'un à parler. Et pourquoi t'as un rôle quand tu chantes? Alors je l'ai pas tout le temps parce que je fais aussi des collabs avec d'autres artistes divers et variés, mais j'aime bien le fait d'endosser un rôle que je crée pour moi-même. Ça t'apporte quoi? Pardon? Ça t'apporte quoi? Oh bah une grande liberté. Et c'est parce que je pense que dans la vie quotidienne, j'aime bien observer les gens, je pense, et comprendre comment ils fonctionnent. Et je suis pas dans la vie je suis pas vraiment en représentation dans la vie quotidienne. Je suis pas ce genre de personne, même si je suis pas dans la norme. Mais et j'aime bien me dire que voilà, quand je suis sur scène, quand je suis dans mon personnage, là je peux. Un costume, quoi. Voilà, je mets un costume et c'est un costume libérateur. D'accord. Voilà. Donc si je récapitule, t'as passé donc 10 ans à essayer de vivre de ton projet musical. Oui. Là, c'est plus le cas. Comment tu vis? Qu'est-ce qui te... Donc pendant ces 10 années que j'ai passé à essayer de vivre de ma musique, on y était presque. Vraiment, encore 6 mois. Donc il y a un moment où, en Ah termes oui, de oui, bien revenus, sûr. t'as commencé à... Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que le projet... alors c'était même plus... Enfin, j'aime pas ce terme projet. On va dire cette aventure musicale. Donc avec ce duo avec mon ex-mari, on a sorti notre album, on commence à avoir de plus en plus de partenaires, managers, on avait monté notre label, booker, éditeur. Les concerts tombaient sans qu'on les cherche. Donc ça, c'est une preuve que ça commence à avancer. Donc au bout de 10 ans, tu commences à sentir le déclic. Alors c'était pas vraiment des ans, on va dire que c'est 5 ans, Okay. 4-5 ans. 4-5 ans de... Voilà, 4-5. Et c'est à peu près en France, avec des projets qui sortent un peu des normes, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc ça commençait à prendre. On commençait à vendre de plus en plus d'albums, à avoir de plus en plus de relais médias. Mais mon partenaire à l'époque a décidé d'arrêter le duo. Ça a été compliqué parce on n'avait pas vendu tous nos albums, donc ça a été une grosse perte. Parce que d'ailleurs, le gros inconvénient du duo, c'est que tu dépends de quelqu'un pour ton art. En fait, oui, du groupe, c'est très souvent et ça a des grands avantages parce qu'on va plus vite, on va plus loin. Mais t'es dépendant de l'autre. Et ça peut fonctionner avec certains caractères, mais c'est aussi une histoire de caractère. C'est qu'il y a des fois des caractères, quand t'es en partenariat avec quelqu'un, si ça marche pas, ça marche pas, quoi. Voilà. Et donc là, ça l'a pas fait. Donc là, on était au point de pouvoir en vivre. Et en plus de ça, on habite ensemble. Donc il y a eu, après cette séparation, donc à la fois relationnelle et professionnelle, ça a été pour moi vraiment très compliqué financièrement. Et donc là, je me suis dit bon,
avec mon aventure solo, c'est pas en 6 mois que je vais commencer à en vivre, vu qu'il va falloir enregistrer de nouvelles tracks, monter un nouveau spectacle, créer une identité et donc investir. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que faire de la musique, c'est énormément investir, des fois même à perte avant d'avoir de l'argent. Donc là, il faut trouver d'autres sources financières. Et donc, depuis quelque temps, je commençais déjà à faire du consulting pour les artistes. J'avais depuis longtemps envie de faire des collaborations, c'est-à-dire ne pas tout mettre dans mon projet solo. Et donc, petit à petit, tout ça s'est mis en place. J'ai monté mon auto-entreprise, j'ai commencé à faire de la musique avec d'autres gens. Et je pense que le confinement m'a beaucoup aidé justement à mettre la priorité sur la mise en place de ma personne en tant que consultante et où j'ai décidé de me brander en tant que Charlotte Ségara à personne plurielle. Et par rapport aux collaborations diverses et variées, bah, ça roule. Des fois, j'accompagne d'autres artistes sur scène ou je fais des chansons éphémères avec d'autres artistes comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur, de manière un peu informelle et petit à petit, c'est pareil, c'est de l'investissement, mais ça avance et ça fait pas des sous tout de suite. Mais de toute façon, dans la musique et dans l'art, c'est toujours c'est comme l'agriculture. On sème et on récolte beaucoup plus tard. Bah, d'où le coaching. Le coaching, ça te permet de faire des revenus directs. Oui. En mettant en prodiguant ces conseils-là. Et donc très souvent, c'est des conseils très concrets, mais c'est aussi, j'essaye toujours de transmettre aussi cette vision-là bienveillante, patiente, rassurante de la difficulté du métier. Parce que la plupart du temps, ils viennent au début, c'est pas tous, hein, pas tout, mais les trois quarts, c'est où commencer, je sais pas, c'est dur, c'est compliqué. D'accord. Donc, j'essaye de transmettre justement le fait que oui, c'est difficile. Dur. Et c'est même pas super difficile, c'est incroyablement dur. Voilà. Et on s'en rend pas compte. Comment ils viennent à toi les gens? Tu les sors d'où? Alors au début, c'était par le bouche à oreille. Beaucoup par le collectif pour les musiciennes, les trans et les non-binaires, artistes et non-artistes de la musique. Voilà. Musicienne & Co que j'ai confondé avec des amis artistes. Et donc là, c'était par bouche à oreille comme ça. Et au début, c'était des cobayes. Après, c'était aussi de bouche à oreille, mais par plein de gens que je rencontrais. Ensuite, j'ai inscrit mon label sur une plateforme de mise en relation entre les influenceurs et les artistes et leurs partenaires qui s'appelle Groover. Ensuite, je me suis dit, ça ne sera pas mon label, mais ça sera moi en tant que coach. Et il y a eu clairement un changement entre le moment où je me présentais en tant que label, donc c'était pas moi, c'était une entité, et au moment où j'ai mis ma tête. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis une photo de ma tête? Je ne sais pas, mais ça a fait bing. Donc en pour fait, le coaching pour le coaching et aussi pour le playlisting, j'aime bien défricher des talents. Ouais, ça me donne pas tant que ça parce que t'as besoin quand tu cherches un coach d'avoir un rapport personnel et d'avoir un individu. Donc oui. Et c'est parce qu'au début je savais pas trop ce que je voulais faire de ça. Est-ce que je voulais être un label, un coach En fait, je me suis rendu compte que pour toutes les activités de label, ça serait surtout des gens que je connais autour de moi. Et que je signerai pas un artiste qui me contacte et qui fait salut, on se connaît pas, est-ce que tu veux bien distribuer ma musique ou m'aider, m'accompagner, enfin c'est pas m'aider mais c'est m'accompagner, mais en fait c'est pas ça, c'est vraiment, pour moi c'est le consulting. Voilà. Qui du coup te permet de faire le principe, enfin ton plan c'est de vivre de ça, ouais. Alors, c'est pas de vivre de ça. Mon plan, c'est de ne pas vivre d'une seule chose. C'est diversifier tes revenus. Ouais, c'est diversifier mes revenus parce que la société, en ce moment, est tellement fragile. On ne sait pas vers où on va que je me dis,
je me fixe rien en fait. Je vis au jour le jour. On est obligé. Déjà dans le monde de la musique, là en ce moment, on sait même pas ce qui va se passer. Parce que là, pour l'instant, on est dans les annulations, les reports, les coupes de subventions. Alors ça, c'est tombé la semaine dernière où il y a 2 semaines, coupe de subventions pour le disque, pour l'enregistrement du disque. Donc ça, c'est encore une fois très très dur. Donc on sait pas, mais on sait pas aussi ce qui va se passer après la crise, quand les choses vont reprendre. Est-ce que, je sais pas, la SACEM va mettre en place de nouvelles choses? Est-ce que les plateformes de streaming vont serrer la vis ou au contraire donner plus de revenus? Est-ce que le gouvernement va comprendre qu'il y a beaucoup trop de travail au black ou qu'il y a un manque enfin, je sais, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je préfère me dire diversifie tes sources de revenus et aussi tes moyens d'expression. Et on verra. Voilà. Et dans les moyens d'expression, si j'ai compris, tu as un collectif. Oui. Tu peux nous en parler? Alors, le collectif, c'est ni un label, c'est pas un collectif créatif, c'est un réseau d'entraide, de soutien, d'échange, d'insertion et de pérennisation professionnelle pour les femmes, les trans et les non-binaires, artistes et non-artistes de la musique. C'est-à-dire que et ça s'est créé vraiment de manière totalement informelle au début. On était 3. On s'est retrouvés à la fin d'une journée d'information pour les musiciennes et les musiciens. Après un atelier de stratégie, je crois que c'était sortir un EP, et donc on était plusieurs groupes comme ça à imaginer des stratégies de sortie d'EP. On s'est retrouvés à 3 nanas à la fin à se dire oh là là, à se rendre compte de cette montagne à gravir. Et c'est surtout, on s'est dit mais tiens, c'est marrant, on est 3 nanas là, 4, on était 5 à parler à ce moment-là. Et on s'est dit comme ça, tiens, c'est fou, en fait, on fait pas beaucoup de musique avec des nanas. Alors, c'était en 2015. Et en 2015, il n'y avait pas eu MeToo. Et pour avoir été dans le féminisme, d'avoir eu cette révélation féministe il y a assez longtemps, en 5 ans, le chemin qui a été fait pour, alors j'aime pas ce terme, mais vulgariser et populariser et faire comprendre des choses essentielles sur le féminisme, on n'en était pas là en 2015. Et donc on s'est dit, il y a un souci là et tout, et donc on a commencé à se voir pour échanger sur nos projets, et c'est surtout de se dire, en fait, on se sent très isolé en tant que femme ou trans, bref, dans ce milieu. Est-ce que c'est nous le problème? Et puis on a commencé à aller à des conférences, et moi à cette époque-là, j'étais beaucoup dans ce qu'on appelle ma phase déconstruction qui ne s'arrêtera jamais de ma vie, je pense. Et donc je suivais beaucoup de blogs, j'étais sur pas mal de groupes Facebook de féminisme intersectionnel ou quoi qu'est-ce, et j'apprenais beaucoup de la manière de comment partager, essayer de faire changer les choses en toute bienveillance, en écoutant les autres, la parole aux concernés, blablabli, blablablou. Et enfin, quand je dis ça, blablabli, blablablou, c'est pas pour. Voilà, c'est juste parce que les gens qui savent ce dont je parle, donc ceux qui sont pas vraiment au courant du terme militant, mais en gros. C'est très important, surtout quand on est face à une oppression, de laisser la place aux concernés. Et nous, ce qu'on avait l'impression dans le milieu de la musique, c'était que les inégalités de genre, en fait, on pouvait pas en parler déjà parce que les personnes qui n'étaient pas des hommes cis étaient en fait en minorité. Alors que dans la société, c'est 50-50. Comment ça se fait que dans le... Alors, n'hésite pas à boire, hein, je vois que t'as envie de boire de l'eau. Non, c'est juste que je parle beaucoup, mais comment ça se fait que dans la musique... En plus, le public le voit pas, le constate pas, je pense. De l'extérieur, t'as pas l'impression que la musique... Parce que nous, on voit que l'artiste. On voit pas tous les gens derrière. Toi, tu dirais que c'est un milieu qui est très, très... Les chiffres le parlent, et à chaque fois qu'on sort les chiffres, les gens tombent des nues. C'est ouf. Je vais te dire un chiffre comme ça. En France... alors je sais pas je crois que c'était le dernier comptage, c'était peut-être en 2017. Les programmations de concerts
salle de concert, festival, c'est entre 10 et 12% d'artistes femmes lead programmés. D'accord. Donc, ça ne tient pas en compte les personnes qui accompagnent derrière. En France, il y a 2% de batteuses. Ouais. Voilà. Donc, c'est 10% de femmes programmées. C'est, si tu veux, c'est la plupart du temps des gens qui chantent. Ouais, parce que moi, j'imagine, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'imagine une chanteuse et qu'effectivement, le grand public, lui, il voit des chanteuses et je pense qu'en termes de superstar, t'as autant de chanteurs que de chanteuses. Non. Non, même pas. Même pas. Même pas. Mais on s'en rend pas compte, en fait. Ouais. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais tu me diras oui, dans le rap, non. Parce que j'écoute du rap, il y a pas de meufs dans le rap. Enfin, il y a quelques meufs, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est pareil dans tous les milieux. Il y a des milieux où il y a plus de représentativité des femmes, mais pareil, si tu creuses les chiffres, en fait, pas tellement. Pas tellement. Et c'est surtout, elles ont moins de contrats, à part certaines. Et c'est surtout, elles subissent de la silenciation, du sexisme. On va prendre une superstar actuelle, Angèle, par exemple. Les vagues de sexisme et maintenant d'homophobie qu'elle se prend, c'est énorme. C'est énorme. Et son frère, par exemple, a pas vécu la même chose. Alors que lui, apparemment, il a fait quelque chose de pas très cool. C'est à elle, encore une fois, qu'on va lui demander de s'expliquer. Et en plus de ça, elle a dû prendre position contre son frère. Donc Oui. c'est fort. C'est très, 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 très compliqué. Et donc, face à tout ça, on s'est rendu compte que... Alors, on n'en était pas dans cette vision à l'époque aussi forte. Ouais, vous disiez juste, on va s'entraider Voilà, on va petite échelle s'entraider à petite échelle. Et donc, moi, j'ai dit, on va créer un groupe privé Facebook. Avec une charte pour rentrer. Alors, au début, c'était ouvert. Alors, on s'est retrouvé à 100 membres en une semaine. C'était le foutoir, hein, faut le dire. Donc là, on va faire une charte. C'est-à-dire qu'on n'accepte personne dans ce groupe si la personne n'a pas lu la charte. Donc, au fur et à mesure, la charte, elle s'allongeait, avec des règles d'utilisation. Parce que les groupes Facebook, c'est souvent, je poste mon clip, et puis en fait, il y a personne qui répond. Donc nous, on était sur un échange de bons procédés. Je poste mon clip, mais je vous fais part de mon expérience. J'ai fait ce clip avec tel réal, j'ai été financée comme ça, ou alors j'ai fait ce clip avec mon iPhone, essayez, vous pouvez le faire, ou alors j'ai fait ce clip avec un tel, la réal cherche des artistes, bidule. Et donc, il y a cette règle. Pas de promo sans tuyau. Et après, on a commencé à organiser des workshops en non-mixité. On a commencé à faire des scènes ouvertes avec des jams où alors le problème des jams aussi, c'est vraiment un souci dans le monde de la musique, où c'était d'abord les femmes. C'est quoi un jam? Une jam, c'est un bœuf, en fait, c'est les gens, ils jouent ensemble, ils vont sur scène, allez hop, on fait quel morceau, on fait la grille de blues, c'est ça, une jam, quoi. Okay. On bœuf ensemble, et c'est une pratique qui est très importante dans le milieu de la musique, surtout dans le jazz, la funk, la soul, des fois le rock aussi. Il y a des soirées jam qui s'organisent partout à Paris, enfin pas en ce moment, mais même partout en France. Et très souvent, les femmes, il y a deux choses qui se passent. C'est déjà le sentiment de pas être à la hauteur, et aussi une réelle mise à distance, inconsciente et des fois consciente, des mecs. Et quand je dis consciente, c'est que vraiment, des fois, on entend des choses, on se dit mais c'est pas possible. C'est-à-dire? Les femmes batteuses, ça tape pas assez fort, chante plus fort dans le micro, les filles, ceci, cela, ici on fait pas de la musique de tapette, avec aussi très souvent un discours sexiste, mais aussi homophobe, ou tout ça, quoi. Voilà. Et ça, les jams, c'est un problème. Et donc, on a organisé ces scènes ouvertes qui se terminaient par une jam plutôt au féminin,
en disant aussi que les hommes pouvaient venir, mais que s'il y a 5 musiciens qui disaient je veux jouer, et il y a une nana et 3 mecs, on fera d'abord venir la nana. Voilà. Et aussi, surtout, il faut aller chercher les filles. Faut vraiment les pousser, quoi. C'est-à-dire que pour toutes ces raisons, le manque de confiance, la distanciation, la silenciation, le manque de modèles aussi, c'est très très important le manque de modèles. Elles osent pas y aller, quoi. Elles osent pas y aller, et qu'il faut très souvent montrer les dents, mais après on nous le reproche. Donc on est tout le temps dans un coin, quoi. En fait, on est là, on fait du slalom. Maintenant, ça va. Là, en 3 ans, en 3 ans de temps, c'est énorme ce qui s'est passé. Et là, en ce moment, il y a le Music 2 qui est en train de se faire. C'est quoi le Music 2? Le Music 2, il y a eu le Me Too. C'était surtout sur le cinéma. Et en fait, il y a une entité anonyme qui a lancé un appel à témoignages énorme. Là, elles ont recueilli, elle, on sait pas qui c'est. Moi-même, je sais pas qui c'est. Et quand le Music 2 est sorti, tout le monde m'a dit c'est toi. Je dis, non, c'est pas moi. Donc t'es suffisamment identifié pour que les gens puissent se dire que c'est toi. Mais mes amis, ouais. Bah oui, parce que j'ai cofondé ce collectif Musicienne & Co, et même si c'est très parisiano-parisien, voilà, je commence à être connue avec Musicienne & Co. Enfin, pas connue, pas que moi, mais aussi mes collègues, quoi. Et l'entité a recueilli 312 témoignages, donc beaucoup chorèlent ensemble. L'entité travaille avec des avocats, des juristes, et donc il y a des démarches qui sont en train d'être faites, et il y a aussi des enquêtes journalistiques avec Mediapart, et je crois que c'est Néon Mag qui sont en train d'être lancées. Ah oui, c'est beaucoup plus organisé que MeToo, c'est plutôt en mode Wikileaks, enfin en mode, tu sais, comme les Panama Papers, il y a à la fois des journalistes, à la fois des avocats et à la fois des... Oui, c'est ça, ouais. Et vraiment, ça nous manquait parce que le souci dans le milieu de la musique, c'est que les artistes sont très, très isolés. Au sein de leur, même des fois au sein même de leur microcosme de partenaires. On entend des histoires sordides d'une artiste qui a été mal managée ou qui a eu des propos racistes aussi, misogynes. Enfin, il y a tout ensemble en fait. Et ouais, les artistes sont isolés. Il n'y a pas de prise en charge de tout ce qui est santé mentale des artistes. Et c'est surtout tout le monde fait comme si le monde de la musique était parfait. Alors qu'en fait, il y a tout ce qu'il y a dans la société qui se retrouve, mais sous prétexte qu'en fait non, parce que l'art c'est trop de la balle. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a pas. Alors j'aime pas dire ça parce que c'est un peu psychophobe comme manière de dire, mais il y a pas de garde-fou. C'est pas, on peut pas quand il y a un problème de n'importe quelle oppression. On peut pas aller voir sa RH et faire un tel m'a dit que. Et confrontation, non, il n'y a pas ça. Et très souvent, ça se passe aussi dans des événements où il y a de l'alcool, où il y a une espèce de sentiment de fête, ou alors les rapports sont beaucoup moins cadrés et normés que dans le monde du travail non artistique. Donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur toutes les oppressions, toutes. Et on retrouve les mêmes problèmes dans la société, mais en fait c'est décuplé dans le monde artistique parce que t'as pas les RH, t'as pas le tiers qui peut. C'est ça. Et que il y a aussi le truc de la sensiblerie qui déjà c'est une technique de contre-attaque des oppresseurs, de dire vous êtes des hystériques, vous êtes trop sensibles dans toutes les oppressions. Là, c'est la même chose, décuplé sur le fait qu'il y a aussi le mythe de l'artiste écorché. Oui, mais Kurt Cobain n'aurait pas fait de la si bonne musique s'il n'avait pas été dépressif.
Ah bah oui, donc en fait, et ça date aussi de Mozart et de Van Gogh. Hein. Amy Winehouse, Camille Claudel. Enfin, et après, je peux en dire des milliers. Billie Holiday. Enfin, ces artistes étaient en souffrance déjà. Alors, il y en avait qui avaient de l'argent, il y en avait qui étaient en déchéance ou quoi qu'est-ce, mais c'était une santé mentale et des cœurs lourds. Là, il y a une étude qui est sortie, je crois que ça vient de Grande-Bretagne. 83% des artistes souffriraient de maladies mentales. Dépression, anxiété, addiction. Ah, donc pas tout à fait un mythe non plus, alors ça veut dire. Mais il a fallu en faire une enquête. Donc, tout ça pour dire que oui, le milieu de la musique est vraiment très difficile pour les artistes, mais aussi pour les non-artistes. Hein. Je dis pas qu'il y a d'un côté les artistes et les pros, non, les non-artistes aussi souffrent beaucoup. Quand tu dis un non-artiste, c'est les gens qui prennent le son, les gens qui... Alors, dans le milieu, on dit souvent les pros. Donc les pros, alors c'est là ce que tu dis là tu parles des techniciens. Donc ça c'est les techniciens. Moi je te parle des managers, des bookers, des gens qui ont des boîtes de billetterie. C'est les gens que tu retrouves sur les festivals et les conventions sur le milieu de la musique, mais qui sont pas artistes. Et on les appelle les pros dans le milieu. Et moi c'est un terme qui commence à m'énerver parce qu'un artiste il est aussi pro. Et en fait dans ce milieu j'ai des fois l'impression qu'il y a les non-artistes qui font leurs affaires et t'as les artistes d'un côté qui donnent la matière première. Sans eux, ils ne sont pas là. Et en fait, on les écoute pas. On leur demande juste de faire leur art et de se la fermer. Ou alors de prendre un drapeau. Moi je suis pour les droits des LGBT. Wouhou. Et donc ça fait du militantisme marketé. Et des fois c'est très malvenu parce que on se rend compte que tel artiste qui a dit youpi vive les femmes, et en fait derrière il a eu ça. Ou alors quelqu'un qui va dire youpi vive la communauté LGBT, mais a tenu des propos racistes. Donc on a d'un côté une silenciation ou un faux militantisme. Et vous avez d'un autre côté cette masse de décideurs, petits ou grands d'ailleurs. Très souvent, c'est les grands qui font la pluie et le beau temps, qui eux-mêmes sont face à sont face des fois à des problématiques très compliquées. Parce que un programmateur de salle, même s'il a un certain pouvoir, on lui demande de faire du chiffre. Donc, mais au final, la matière première, c'est la dernière roue du carrosse. Et en plus de ça, il y a sur 1000 artistes, on va dire, qui débutent un projet en France, il y en a un seul qui va en vivre. C'est un ratio, catastrophique. C'est catastrophique. Après, c'est pas des statistiques. Je veux dire en vivre de la musique directement. Oui, faire des tournées, être intermittent, avoir quelque chose qui roule. Alors, c'est pas des statistiques sûres. C'est une personne qui me l'avait dit comme ça. Il m'a dit, écoute, à vue de nez, c'est vraiment pas une statistique sûre. Hein. Là, je peux pas citer mes sources. C'est vraiment une personne qui fait de l'accompagnement d'artistes depuis une quinzaine d'années, qui m'a à peu près dit ça. Et j'ai l'impression que ça se confirme. Ça donne une idée. En tout cas, ça peut donner une idée du ratio de ce qui se passe et de se dire que. Et c'est aussi moi une des raisons pour lesquelles je voulais lancer cette discussion. C'est de parler avec plein de gens parce qu'au final, je crois qu'il y a plein d'autres manières de vivre, enfin de faire de l'art et de vivre, c'est notamment comme tu fais, en faisant du coaching. Et ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment on fait quand on est les 999 autres pour continuer à vivre et pas juste abandonner, parce qu'en fait, on peut faire de l'art sans être un artiste hyper reconnu. Ta famille le prouve. Voilà, c'est ça qui m'a... T'as tout compris. Et c'est pour ça que aussi, déjà, je ne pourrais pas abandonner. Pour plein de raisons. Tu sais que tu veux continuer quoi qu'il arrive. Ah ouais, non, mais mes parents l'ont fait. Mon père, il a 70 ans. Pourquoi tu continues je pourrais pas faire autre chose. Et aussi, je ne suis pas adaptée
au monde du travail normé. Et ça, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était parce que j'étais artiste que j'étais pas adaptée. Et en fait, je pense que de base, je ne suis pas adaptée au Comment tu t'es monde. rendu compte de ça? C'est pendant le confinement où... Ah, c'est très récent. Ouais. Ah, je pensais que tu t'en étais rendu compte, genre, en Non. sortie de... Non. Enfin, je le savais, si tu veux, mais on va dire que j'ai eu une vraie prise de conscience pendant le confinement. Déjà, je m'intéressais beaucoup aux neuroatypies, à tout ça, à l'hypersensibilité, tout ça. Et pendant le confinement, bah forcément, on lit plein de choses, on se retrouve avec soi-même, on voit comment tout le monde réagit face à la situation, et on se dit oula, et on commence à penser à ses parents, à ça. Et c'est là où je me suis dit non, mais en fait, de base, je ne pourrais pas travailler dans un bureau avec une équipe fixe. Parce que à chaque fois, rien que il y a eu ça qui s'est passé, parce que j'ai eu aussi des boulots non artistiques, et c'était tout le temps des boulots, même dans le milieu du travail non artistique, c'était quand même des boulots hors normes. Raconte un peu. J'ai été pendant 7 ans responsable d'inventaire. Ça veut dire qu'on partait pendant une semaine. Déjà, c'était en vacation, donc pas de CDI. Donc aucun contrat qui t'enferme. C'est moi qui choisissais quand j'étais libre ou pas. Et on partait, des fois c'était en région parisienne, mais des fois c'était ailleurs que Paris. Donc on partait pendant une semaine et on bougeait comme ça de ville en ville pour faire des inventaires dans les magasins. Voilà, de compter les choses. Les équipes changeaient tout le temps. Et c'est là où, d'ailleurs, bizarrement, où j'ai appris le management. Ok. Comment gérer une équipe. Et pourquoi tu fais pas ça, hein? Pourquoi tu recommences pas? Ah, je peux plus. Je veux plus. Parce que vers la fin, j'ai essayé... C'est énorme, 7 ans. Ouais, mais au début, je l'ai fait en tant qu'étudiante. Et après, je faisais inventoriste. Et après, comme j'étais à fond, et apparemment, ça doit correspondre à une certaine... qualité étrange de ma personne, d'aimer compter, d'aimer aller vite, le challenge, d'aimer faire des choses répétitives. Mais C'est totalement en contradiction avec ce que tu proposes artistiquement, parce que tu oui, d'ailleurs avec pluridimensionnel, avec plein de... ouais, mais on en a fait à l'époque, un peu après que je commence les inventaires, j'ai commencé à sortir avec mon ex-mari avec qui on avait un projet, et on en a fait un album de ça, qui s'appelait Life Factory, où on parlait clairement, je m'étais beaucoup inspirée à l'époque, j'avais lu Germinal, on avait regardé Les Temps modernes de Chaplin, et en fait, on s'était inspiré de notre vie d'inventoriste pour écrire l'album. Marrant. Ouais, si tu veux, je peux te montrer la... Vas-y. Vous avez vendu combien de ça? Oh, en fait, pas beaucoup. Ah, zut. Tu vois, c'était très belle la ça. couverture. Alors pour les gens qui voient pas, c'est quoi? C'est le pont de Queensboro, un pont américain ouais. au-dessus d'une usine. C'est une peintre des USA qui s'appelle Anne Baskov, qui peint énormément de ponts Et du coup, c'est quoi? C'est un vinyle? Oui, c'est un vinyle. Et à l'époque, on connaissait pas du tout le milieu. Et donc, on a sorti que des vinyles. On l'a sorti sur les plateformes de streaming, mais après quelques temps, on a dû l'enlever. Elle est magnifique, la couverture de dos. Les gens verront pas, mais... Alors, le dos, c'est un photographe qui est très, très talentueux, qui s'appelle Sylvain Gripois, qui a fait beaucoup de photos d'artistes de tout genre, et qui a aussi travaillé pour Jazz Magazine. Donc, il a de beaux artistes à son panel. Et ouais, non, mais c'était assez léché ce qu'on faisait. Et donc, à cette époque-là, on travaillait certes dans quelque chose qui était complètement en dehors de nos valeurs, mais... Ça t'a servi de matériel. Voilà, ça nous a servi à tous les deux, parce que... Et donc, je reprends le fil. On disait comment tu t'es rendu compte que t'étais pas adapté au travail. C'était que, en fait, c'était l'inverse. C'est parce que je ne suis pas adaptée au monde du travail. Oui, tu t'es mis à faire de l'art, ouais. Non, vu que je suis née dedans. Ah, c'est vrai, en plus. Et en plus, j'ai eu des parents, surtout mon père, qui me disait, il faut que tu fasses des études quand même, on sait jamais. Ah, donc malgré ce que j'allais te poser comme question, parce que tous les gens que j'ai reçus ont toujours une histoire sur leurs parents et leur rapport à
Toi, malgré le fait qu'ils étaient artistes, il y avait quand même cette... Mon père, surtout. Ok. Mon père. Il disait surtout. quoi? Pourquoi il avait peur? Il avait peur, et puis parce que, oui, ma mère, c'est saltimbanque. Elle m'inscrivait à tous les cours. J'étais enfant, elle m'avait mis dans des castings, j'ai fait des pubs et tout. Enfin bon, bah non, mon père, il était là, non, mais en plus j'étais bonne à l'école. Au lycée, c'était un peu la dilettante, mais j'arrivais à avoir des bonnes notes, donc voilà. Et il me disait non, mais ça serait bien que t'aies un diplôme, on sait jamais, nanana. Donc j'ai fait 7 ans d'études qui m'ont amené à m'instruire, on va dire. Enfin, en fait, j'ai fait 4 ans de médiation culturelle et communication. Non, 3 ans. Ouais. Donc là, clairement, ça m'a rien amené. En plus, c'était il y a très longtemps. Donc, enfin, si, ça m'a amené une connaissance. Enfin, bon, bref. Tu l'as bien vécu ce moment? Ou c'était Ouais, j'ai vraiment adoré un la calvaire? fac. Non, t'as aimé. J'ai adoré la fac. Vraiment, j'adorais. J'adorais, j'adorais. Vraiment, c'était un moment... j'ai adoré. J'avais des très très bonnes notes, plus qu'au lycée. Et après, j'en ai eu marre. Et j'ai fait, non mais ça me saoule. Et donc, j'ai fait musicologie. Donc, virage. Où là, je me suis dit, non mais en fait, je veux vraiment faire de la Donc t'avais musique. 3 ans d'études sur la musique, c'est ça? Alors, c'était un DUG en 3 ans. J'ai fait 3 ans et demi. Après, j'ai arrêté parce que ça devenait n'importe quoi, les cours. Parce que je commençais à faire des tournées en plus. Donc, Et quand t'as arrêté, ton père, il a vécu comment? ça allait. Ça allait. Parce que je commençais à avoir un projet, même s'il n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais à cette époque-là. Il me laissait faire, il me disait non mais c'est bien, tu fais tes premières scènes. Et puis je faisais des très très bonnes scènes. À l'international en plus. Donc, mais c'est vrai que ouais, quand j'étais au lycée, c'était ah c'est bien si tu fais des cours. Ah, mais il avait peur, comme tous les parents, je pense. Ouais. Et aussi, je pense que ça vient aussi de sa propre histoire à lui. Voilà. Et après, bah, je faisais des jobs d'étudiants et d'étudiantes, dont les inventaires, c'est tombé comme ça. Et en fait, j'étais tellement bonne à biper des produits, il faut dire ce qui est, quoi. C'est mon côté maniaque. Puis aussi travail d'équipe. C'est fou la contradiction qu'il y a entre ce côté maniaque et le côté je fais plein de trucs de tous les côtés pluridimensionnels. Ouais. Bah, ça, c'est un cheminement assez long, en fait. Et c'est d'ailleurs mon ex de l'époque, à un moment, a dit non, mais là, on arrête, quoi. On arrête, on n'arrive pas à avancer avec un job à côté. Ça nous épuise. Ah, il y a ce moment où le job t'empêchait de créer. C'est pas qu'il nous empêchait de créer, c'était surtout que moi j'étais responsable d'inventaire et dans chaque chose que je fais, j'y mets tout mon cœur. Et c'est surtout que on ne change pas. J'ai voulu faire des petites, des gentilles révolutions dans la boîte, c'est-à-dire qu'on soit un peu mieux payé, un peu mieux traité, et on va dire que on s'est tous émulsionnés là à vouloir faire la révolution. Avec d'autres inventoristes et en fait ça a fait parce que c'est la société quoi. Et que c'était une boîte où nous on n'était pas en CDI, on n'était que vacationnaires et que on pouvait pas faire la grève. Tu m'étonnes. Voilà. Sans aucune transition. Oui, vas-y. Ton projet donc s'appelle Vox Saxov. Oui, c'est ça. Je le dis bien. Qui est très expérimental. Effectivement, c'est un mot qui te convient bien. Comment tu trouves, alors j'aime pas le mot inspiration, mais comment tu trouves tes idées? Ça devient, comment tu te disciplines? Je déteste ce mot. Ah, lequel? Le mot discipline. Discipline. Comment tu te... non, mais c'est pas contre toi, hein, mais c'est marrant. Bah, en fait, ça me vient à moi, comme ça. C'est-à-dire? Comme ça. Ça me vient. Tu marches dans la rue et quelque chose te vient? Ouais, non, oui, non. Déjà, le concept. Pourquoi, si j'ai compris, c'est des prières laïques? Je sais pas, il y a un truc qui ressemble à... Tu sais, il y a ça, c'est venu petit à petit, en fait. En fait, c'est venu assez petit à petit. En fait, j'adore la musique liturgique. D'accord. De quelques... Donc la musique liturgique, c'est la musique de l'église, c'est ça? La musique religieuse. La musique religieuse, ok. Quelle qu'elle soit.
La musique sacrée, j'adore ça. De n'importe quelle culture, il y a quelque chose. Le gospel, hein, c'est de la musique liturgique. Plein de chansons. Dès qu'il y a quelque chose de transcendant, je sais pas, d'authentique. Ça vient d'où? T'allais à l'église quand t'étais petite? Mais non, Même au contraire, pas? je viens d'une famille athée à mort. Mon père, c'était des anarchistes espagnols. Et mais d'où t'es venu à la musique? Enfin, à la musique liturgique, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'entends les chants grégoriens, j'adore ça, quoi. Ok. La musique de Hildegard von Bingen, qui est une nonne qui était aussi apothicaire, guérisseuse, qui a fait beaucoup de musique, c'était au Moyen-Âge. Enfin, j'écoute ça, je suis transcendée. Ou alors la musique des soufis, ça me transcende. Donc c'est ça des inspirations. Tu fais ce que t'aimes. Ouais, tu fais ce que t'aimes. T'écoutes ce que t'aimes et tu refais ce que t'aimes. Mais j'adore la musique électronique, expérimentale, la noise, l'ambiante aussi, j'adore ça. Et avec un pote, on s'était dit, ça serait trop drôle que tu fasses de la musique liturgique, mais pour une religion queer. C'est-à-dire que... Et en plus, à l'époque, j'avais lu Les Portes de la Perception de Aldous Huxley et aussi Zone autonome temporaire de Hakim Bey, je l'avais relu, où en gros, ils disent créez vos propres espaces, créez votre propre réalité. Vous pouvez créer vous-même votre croyance. D'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi dans la sorcellerie et la magie, c'est tu n'as pas forcément à apprendre des sorts, tu peux les créer toi-même. Des ors, t'as dit? Des sorts. Des sorts ou des incantations, tu peux les créer toi-même. C'est-à-dire que tu crées ta propre ta propre cuisine, quoi. Et moi, j'étais là, ah ouais, pas mal. Parce que depuis toujours, j'ai eu ce côté un peu spirituel, philosophico, l'amour à moi le nœud, là, à pouvoir parler pendant des heures de concepts un peu philosophicaux, tu vois. Et bizarrement, même si élevé par mon père surtout, dans un esprit très laïcard, les curés, maintenant il a beaucoup changé hein, là-dessus. Moi, ça m'a toujours intrigué la foi, la croyance, le fait que le monde en fait n'est pas rationnel. Et plus j'avance, plus je me rends compte que non, le monde n'est pas rationnel. Le principe même de vie n'est pas rationnel. Il y a une espèce d'incompréhension essentielle du pourquoi. Et tout ça, ça me parle beaucoup. Et puis aussi toutes ces synchronicités, ces hasards heureux, nos liens avec la nature, tout ça, ça me parle. Et donc, tout ça, ça a créé ça, quoi. Et surtout, la musique ambiante, la musique contemplative. S'il y a bien une chose qui va à l'encontre de la musique, on va dire sacrée, plutôt que liturgique, hein, on va dire. Déjà, il y a beaucoup de voix. Hein, il y a la voix qui est très présente. C'est que dans notre monde actuel, ça va vite. Et à part dans les concerts, où on peut retrouver une espèce de moment de communion, de transe, même si en face de nous, on a du R&B ou alors de l'électro à la David Guetta, tout ce qu'on a de plus commercial, il y a quand même ce sentiment d'instant vraiment posé, mais sinon, c'est 3 minutes et hop, ça y est, c'est fini. Et donc, moi, je m'étais dit, ça serait bien que les gens se posent, écoutent vraiment et soient transportés par des mots qu'on puisse comprendre, qui sont simples, à la portée de tous et de toutes, et qui vraiment nous met en connexion avec nous-mêmes, les autres, le monde. Et donc, voilà. Rappelle-moi où on était déjà. Oui. Et donc, de tout ça, m'est venu ce désir très fort d'interaction avec le public.
Et donc j'ai eu l'idée, c'était pour le premier concert, et aussi d'improvisation, parce que j'adore ça, l'improvisation. J'ai eu cette idée, mettez vos prières sur des bouts de papier, et puis je vais en piocher une au hasard, et la dire sur scène. Et ensuite je les garde, et puis alors mon studio, pour mon projet, pour Vox Saxoff, je l'ai appelé le Temple. Ça fait un peu l'oracle, j'aime bien. Et donc après, je prends les prières, j'improvise dessus et après je les brûle. Mais ça, au début, je les brûlais pas. C'est un guérisseur qui m'a conseillé de le faire. Et donc voilà, il y a cette espèce d'interaction. Donc ton matériau, tu le trouves aussi de ton public. Tu demandes aux gens de t'envoyer du... Ouais. Alors il y a aussi, je fais aussi très attention parce que en termes de droit, c'est pas très cool. C'est-à-dire que comme des fois je fixe ces œuvres-là, je les enregistre par exemple, très souvent dans le public, il y a des gens que je connais. La plupart du temps, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'après les concerts, que j'appelle des cérémonies, les gens viennent me parler. Et c'est très important parce qu'ils me disent des choses très très fortes. Ah, tu sais, sur cette prière, c'était moi, j'ai dit ça. Et des fois, c'est des gens que je connais. Donc, quand c'est des gens que je connais, je leur pose la question, je fais, écoute, ta prière ou ton rêve ou ton cauchemar ou ton désir que tu as écrite, je la trouve très belle. Est-ce que ça te dit que j'en fasse quelque chose? Je mettrai ton nom à la SACEM ou quoi qu'est-ce? Parce que je trouve ça pas très cool de se servir des mots des gens pour alors comme c'est anonyme, la seule chose que je fais, c'est que j'en fais des photos. C'est la seule chose que je fais. Voilà. Mais sinon, je vais pas faire des sous, sortir des trucs sur leurs mots en fait. Voilà. Je monétise pas aussi les vidéos où il y a leurs prières. Voilà. Parce que des fois je les filme ou c'est juste là, et même des fois je le dis pendant les cérémonies, dites-moi si vous voulez voilà. Et donc oui, ils fournissent la matière première et à la fois non, parce que je crée aussi l'instant. Enfin, en fait, c'est vraiment un échange, quoi. Puis il y a d'autres perfs aussi. Alors toutes ces perfs-là ne sont pas du tout Covid safe. Oui, c'est sûr. Et c'est ça qui est fort. La dernière perf que j'ai trouvée, et c'est pareil, ça m'est venu comme ça, j'ai acheté un énorme rouleau de fil qui fait 30 à 50 mètres. Et en fait, je le déroule de la scène et je le fais passer dans le public. Et donc, chacun le tient comme ça et ça fait le tour. Comme ça fait une espèce de toile d'araignée. Et c'est un peu comme le World Wide Web. Voilà. Et c'est pareil, ça va très Covid safe, quoi. Parce que celui qui a touché le fond, ou alors faudrait le badigeonner de gel hydroalcoolique, ce fil. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que oui, il y a ce côté... En fait, les gens... Alors, comme on est un peu dans un pays un peu laïcard, dès que je dis le terme prière, tout le monde est là comme ça. Je leur dis, non, mais... Alors maintenant, je dis plus prière, je dis vos rêves, vos cauchemars, vos prières, vos intentions, hein. On est obligé d'enrober le truc, et c'est surtout que dès le début du concert, de la cérémonie, je joue vraiment le rôle jusqu'au bout, ce qui fait que même les laïcards se prennent au jeu et ça les fait rire. C'est-à-dire que j'arrive, je parle, tenue très... J'arrive avec une espèce de capuche comme ça, je parle dans une réverbe comme si on était dans une église ou un temple, je sais pas, ou dans une grotte, et donc tout le monde se prend au jeu en fait. Voilà. Tu as beaucoup parlé pendant la discussion des problèmes de confiance qu'on peut avoir quand on est une femme. Toi, tu l'abordes comment? T'as confiance en toi, pas confiance? C'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps, ouais. Et c'est venu aussi grâce à toutes mes lectures sur tous les thèmes, pas simplement que le féminisme. Tout m'a aidé. Tout m'a aidé et c'est surtout aussi, j'ai eu une espèce de coming in. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas obligée d'être une femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une construction sociale, le genre. Et en fait, alors je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais peut-être en fait, tu veux être un homme? Non.
Et en fait, il y a eu une fois, je suis tombée sur un terme, un mot, agendre. Et là, ça a fait comme, tu sais, comme la lumière qui vient du plafond. L'épiphanie. Voilà. Oh, comme ça, là. J'ai fait, oh, ça existe, on peut. Et là, t'as les voix de toutes les déconstructeurs et les déconstructrices du genre qui ont fait, mais tu es libre de sentir ce que tu veux à l'intérieur. C'est la société qui te dit que tu es comme ci et que tu es comme ça. Et là, j'ai fait, ah, mais je suis à genre. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, en fait. Donc, en fait, et puis c'est aussi l'expérience, hein. Tu fais un album, t'en fais un deuxième, t'ouvres la bouche, tu te prends une claque, tu te prends deux claques, t'as ce succès, cet échec, et puis au final, voilà, et puis ça suit pas, et puis là, le temps aussi, ça permet de prendre confiance en soi, mais c'est toujours, c'est jamais quelque chose d'acquis, Ouais. c'est jamais acquis. Même si je lutte énormément pour avoir confiance, des fois ça revient au galop, quoi. Et on va dire que c'est un gouvernail à la rigueur. Ça revient comment, sous quelle forme? Comment ça se manifeste? Par exemple. Alors après, on est vraiment dans une société qui nous agrippe par ça, le rapport aux réseaux sociaux. T'as beau savoir que faut pas nani nana, quand même tu vas vérifier que t'as eu assez de likes, machin. Alors à chaque fois, j'arrive à trouver des techniques pour combattre le truc. Et pas m'en faire, et pas ceci, et pas cela. J'ai une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué dans un livre. Je crois que c'est Montrer votre travail, qui s'appelle le livre. Et enfin, ce que j'hésite avec deux livres, Voler comme un artiste et Montrer votre travail. Ah oui, bah d'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir celui-là, le trouver Voler comme un artiste. Ça tombe bien, je te l'ai amené. Il disait dedans, les likes sont comme des euros, au sens que ça te met la même pression que l'argent. C'est la pression que tu peux ressentir quand tu dois monétiser une œuvre artistique. Il dit, fais attention, quand tu mets ton travail artistique sur les réseaux et que t'attends des likes, bah ça pèse sur toi comme l'injonction à avoir de l'argent. Ch'ting Franchement, Nicolas, tout ce que tu fais, à chaque fois, ça me fait des révélations, mais c'est tellement ça. Et c'est aussi pour ça que pour certains trucs, je m'en fais pas du tout. Parce que, pareil, hein, j'ai essayé de me détacher de la réussite financière et tout ça, et aussi du like. Donc ça fait sens ce que tu dis. Moi, ça m'a marqué quand même. Quand j'ai lu ça, et effectivement, c'est et c'est aussi pour ça que j'ai choisi sur l'atelier de faire des emails. Dans les emails, il n'y a pas de like. Quand je postais sur LinkedIn et sur Facebook, bah t'avais, tu vois, je faisais un truc, j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Là, c'est un email, donc je vois pas les likes. J'écris et basta. Oui, et puis c'est surtout, tu prends conscience parce que les gens décident de répondre ou pas sur le site. Ils peuvent même pas, faut payer pour répondre. Donc en fait, sur les 2600 personnes, il y a 80 personnes qui peuvent répondre. Mais sur le truc, il y a que les gens qui payent, il y a que les premiums qui peuvent répondre. Ouais. Ah oui, en fait, c'est le truc inverse, en fait. Ouais. Ah. Oui, c'est-à-dire que toi-même aussi, tu combattais les choses qui te faisaient du mal pour pouvoir... Ah, pas bête. Moi, j'ai créé un groupe privé Facebook qui s'appelle l'Armée de l'ombre et de l'invisibilité, où en fait, on s'auto-like les trucs. Ah, c'est marrant, ça. Et ça marche. Ça marche. Et on s'auto-like et on se dit, dans la mesure du temps, quoi. Et pareil, il y a pour les chaînes YouTube, par exemple. Dès que tu as plus de 100 abonnés, tu peux changer ton URL. Et pareil, donc là, on s'abonne. Ah, 100 abonnés, bah, je peux appeler autrement ma chaîne YouTube que H25 000, trucs comme ça. T'as encore le syndrome de l'imposteur ou pas du tout? Alors, ça m'a beaucoup intéressé justement ton email sur le syndrome de l'imposteur. Et en fait, je sais pas si je l'ai eu ou pas. Ah. Je pense que je l'ai eu. Mais en fait, non. Développe. Alors, je le vois... alors, comment je peux tourner la chose sans mettre en porte-à-faux mon ex-partenaire? On avait une dynamique
avec mon ex-partenaire, il y avait des choses où on était très différents l'un pour l'autre, c'est pour ça. Mais moi, j'avais beaucoup moins peur du jugement des autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'étais persuadée que ce qu'on faisait, c'était bien. Donc en gros, je n'avais pas le syndrome de l'imposteur par rapport à mon art. Mais je l'avais par rapport à d'autres choses qui ne sont pas mon art. Voilà. Ta vie perso, quoi. Ouais, ma vie perso, mon engagement militant, ouais, des choses beaucoup plus personnelles et psychologiques. On revient au grand écart qui est entre toi artiste et toi... Ouais, c'est ça. C'est ouf, hein. C'est ça. C'est ça. Et donc maintenant, bah justement, j'essaye d'apprendre à me dire... Mais ça, je le remarque chez beaucoup de gens, la peur d'être une mauvaise personne. Et je pense que oui, c'est un peu quelque chose de narcisse. Bah, c'est ce que tu disais, le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. Et je pense que c'est un truc, ouais, c'est bien de s'en laver, de se dire que bah, t'es pas au centre du monde et c'est pas parce que tu fais une connerie que le monde va s'écrouler en fait et que ça va quoi. Après, sans faire de la psychologie de comptoir, peut-être que parce que comme t'avais une famille qui était artiste, bah t'as pas eu le syndrome de l'imposteur, artiste sur la partie artistique, parce que t'avais autour de toi que des gens qui faisaient ça. Oui, et ça c'est une chance, mais ça peut être des fois très dérangeant. C'est-à-dire? Bah, je reprendrai les mots d'une cousine à moi, Marine Avril, qui est chanteuse aussi, qui fait de la musique, qui débute son aventure musicale là en ce moment, qui disait nous on est nés dans une famille, on faisait prout, tout le monde nous applaudissait. C'est là, oh, c'est bien, chante, vas-y monte sur la table, fais-le. La pression elle est autre, donc c'est le contraire, c'est tu peux même développer un syndrome de la grandeur. Et moi, ça a plutôt été souvent ça. Ne montre pas trop que tu as du talent. N'écrase pas trop les autres. Et donc, il a fallu justement, au contraire, que j'apprenne à me dire, c'est cool, t'as du talent, vas-y, va devant la scène. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la scène, je me cachais. Alors que je chantais bien, je me cachais. Je voulais pas être devant. Et petit à petit... Mais pas parce que tu doutais de toi, parce que tu voulais pas écraser les autres, ça? Parce que je pouvais... C'est pas que je voulais pas écraser les autres, c'est que je savais pas comment faire avec mon talent. D'accord. Et aussi, je savais pas comment faire parce qu'il faut apprendre. C'est un apprentissage de prendre la scène, d'être lead, de dire allez on est là. Enfin, j'étais pas comme ça, mais c'est aussi un apprentissage purement concret et technique et il faut être ni trop ni pas assez. C'est un apprentissage comme on apprend à faire la cuisine. Voilà. On arrive vers la fin de la discussion. Je vais te demander ce que je demande à tout le monde. Imagine que tu as accès aux 7 milliards d'humains. Alors je dis, faudrait que je check combien on est. À chaque fois, j'hésite. Je sais pas si on est 7 ou 7 et demi. Je crois qu'on est 8. On est déjà 8. Bon. Je crois, ouais. Je crois que c'est bientôt. T'as accès à toute l'humanité. Ouais. On fait fi des problèmes de traduction, etc., etc. Tu peux leur montrer une œuvre. Pas forcément un truc que t'as déjà fait. Ça peut être un truc que tu projettes de faire. T'as une idée d'à quoi ressemblerait le truc que t'as envie de montrer à tout le monde? Waouh. Moi, je sais alors, les gens vont avoir marre de m'entendre le répéter parce que j'ai dit à chaque fois, mais je serais très triste de mourir sans avoir écrit ce livre qui s'appelle En couple avec moi-même. Et c'est vraiment ça, je me dis, s'il y a un truc que je voudrais montrer aux gens, c'est ça, c'est apprendre à comment s'aimer, comment développer une relation d'amour avec toi, qu'on fait pas assez. C'est marrant, c'est exactement le thème de mes sessions de travail en ce moment avec ma thérapeute. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Oh, si je devais faire une œuvre, ça serait forcément quelque chose en rapport à arrêtez de vous entretuer, respectez-vous. Ça serait forcément un truc sur un truc super utopique, genre. Musical? Pardon? Musical? Oui, ça serait une chanson, un hymne universel avec une danse, ouais, une danse. Ouais. Une choré où tout le monde pourrait faire un truc, je sais pas, quelque chose qui peut être chanté en chœur, universel, ou vraiment ça serait la paix dans le monde, quoi. Vraiment un truc genre on arrête,
on fait vraiment un paradis sur Terre, quoi. On éradique la souffrance. C'est impossible. Bon, on ne sait pas si ça serait peut-être possible, mais voilà. Je te souhaite de faire cette œuvre. Si jamais les gens veulent te retrouver, comment ils font Alors, pour mon aventure pluridimensionnelle, artistico, spirituello, pop expérimentale, dark pop expérimentale, voilà, et théâtrale, c'est Voxaxov. Vous tapez Voxaxov, vous trouverez, il n'y en a pas beaucoup. C'est un palindrome. Voxaxov. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez, il y a plein de choses. Et encore, il y a plein de choses et encore, il n'y a pas tout. Ça reste le commencement d'une aventure. Sinon, pour suivre mes babillages militants, artistiques, mes playlists, et c'est Charlotte Ségara. Pareil, je suis sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Super. Merci Charlotte. Merci à toi Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.